Les podcasts du Figaro. Vous, spectateurs, allez lire un grand divertissement. Enfin non. Vous souhaiteriez lire un grand divertissement. Un roman loin d'ici de destin et de femmes. Des femmes adorées, passionnées, enfermées, surveillées. Vous préférez le mot idolâtré. Un roman de la Thaïlande jusqu'en Corée, et ce sera le cas. La première héroïne est l'une des artistes les plus populaires au monde. L'autre, l'une des énigmes les plus mystérieuses d'Internet. Avec ces deux-là, vous êtes certain de vous régaler. En plus, tout y est vrai. Fasciné, vous aimerez les approcher, un temps les posséder. Vous tenez à vous changer les idées, c'est normal. Vous voulez du spectacle, qui n'en veut pas? Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait de Spectacle de Julien Dufresne-Lamy publié chez Lattès. Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Julien Dufresne-Lamy. Bonjour Alice. Vous publiez Spectacle, un roman fascinant sur Liza, On peut dire les deux. les deux. La chanteuse et leader de Blackpink, groupe de K-pop, c'est-à-dire de musique coréenne au succès mondial. Vous nous racontez ses origines, d'abord à Bangkok, en Thaïlande, où la petite fille rêve de devenir une star, et puis son audition en Corée, sa réussite et ses sacrifices. Plus de famille, plus de copains, pas de réseaux sociaux pendant 5 ans. C'est le prix à payer pour devenir celle qu'elle a toujours rêvé d'être. En parallèle de cette histoire, vous nous racontez aussi la vie de Chip Chan, cette femme scrutée par webcam 7 jours sur 7 depuis sa chambre où elle reste cloîtrée. Est-elle séquestrée? On va pas trop en révéler jusqu'ici. Les internautes sont de plus en plus nombreux en tous les cas à la regarder, mais pourquoi sont-ils fascinés à ce point? Alors Julien Dufresne-Lamy, j'ai une première question. Comment est-ce que vous êtes tombé sur l'histoire de Lisa? Est-ce que vous étiez un fan de K-pop? Alors pas du tout, moi je connaissais rien du tout à ce qu'on appelle la Hallyu, c'est-à-dire la vague coréenne qui commence un peu aujourd'hui à se mondialiser, à pulluler un peu partout dans les pays et qui en fait désigne à la fois donc la musique coréenne, la K-pop, mais aussi, les K-dramas, les séries coréennes, la K-beauty, la skincare, coréenne ou les technologies coréennes. En fait, ça s'est fait un peu par hasard et je crois que de toute façon, chaque, point de départ pour un livre doit être un hasard total. Je tombe pendant le confinement sur un documentaire, sur ces 4 jeunes filles et je suis en fait frappé par une forme de vous l'avez dit, de fascination et déjà un peu d'admiration pour ces filles qui évidemment racontent leur parcours, leur grand succès. Mais au-delà de ça, ce qu'on ressent tout de suite dans le documentaire, elles ne le disent pas évidemment parce que comme elles sont coréennes, elles doivent rester très modestes, elles ne doivent pas exprimer beaucoup de choses. Une forme d'acharnement et de travail, jusqu'au boutiste qu'elles ont mené en fait pendant des années pour devenir choisies pour devenir des idoles. Et c'est d'ailleurs très intéressant dans le livre parce qu'on s'aperçoit que derrière la vie dorée de Lisa se cache une autre réalité bien plus noire. Donc c'est des années de rejet, de racisme, des entraînements épuisants, des pesées quotidiennes pour ne pas prendre 1 kilo, pas le droit aussi aux petites amies, pas le droit aux Mmh. réseaux sociaux. Et elles ont, elles, hein, mais aussi les autres personnes qui ont participé à cette aventure, ont signé littéralement un contrat d'esclave. Oui, c'est le terme qu'on utilisait aujourd'hui, on le dit un petit peu moins parce que la Corée a comme elle a conscience de presque de la mainstreamisation, en tout cas de l'occidentalisation de la musique coréenne, que finalement aujourd'hui presque la France, les États-Unis écoutent davantage de musique coréenne qu'en Corée. Ils ont tendance un peu à lisser les termes, mais le contrat effectivement que les enfants signent pour, devenir trainee, donc apprentis dans ces labels, on ça s'appelle en coréen Noye Galak et littéralement ça veut dire contrat d'esclave. Alors oui, justement, faut peut-être le préciser, elles arrivent quand elles sont enfants. Ils arrivent généralement entre 12 et 14 ans. Certaines arrivent plus tardivement avec la menace de finalement de pas faire l'affaire parce qu'elles n'ont pas été entraînées suffisamment. Elles n'ont pas été suffisamment calibrées pour rentrer dans le moule, attendu par le label. Pour Lisa, elle est rentrée dans cette école, elle avait 12 ans, 13 ans peut-être. Elle a postulé à son audition à Bangkok et elle avait effectivement 12 ans. C'était la seule sur 4 000 participantes à être choisie et elle arrive effectivement entre sa 12e et 13e année, à Séoul, donc dans ce label, dans ce pays qu'elle ne connaît pas du tout et elle aura moi, c'est ce qui m'a un peu frappé, c'était un peu d'ailleurs le point de départ de l'écriture, interdiction de parler autrement qu'en coréen pour tout de suite, en fait, de devenir une coréenne et de devenir, en fait, une parmi tant d'autres. Et d'ailleurs, vous aussi, vous avez dû apprendre le coréen pour écrire ce livre. Alors, je pense que j'aurais pu ne pas le faire, mais je trouvais intéressant pour une fois, comment dire? C'est-à-dire que pour moi, là, c'était accomplir un voyage que j'avais jamais fait auparavant, écrire sur une culture si lointaine de soi, c'est toujours un peu terrifiant parce que la crainte, c'est de tomber dans une forme de cliché un peu exotique, exotisant et je pense que pour me sentir légitime à incarner cette culture dans l'écriture, il fallait passer par d'abord l'apprentissage du langage.
Je savais que j'allais, me rendre sur place évidemment pour, enquêter, pour, comprendre, pour, interroger des gens, notamment des anciennes idoles, des anciens, apprentis et je pense que c'était une manière pour moi de faire un pas vers eux et de montrer que, j'y allais pas avec une hauteur et une condescendance occidentale. Et d'ailleurs, c'est un roman, c'est pas une autobiographie. Qu'est-ce qu'apporte la fiction donc dans ce destin de Lisa qui est un vrai personnage puisqu'elle existe? Moi, j'aime beaucoup, dans mes livres, jouer toujours du vrai et du faux, d'y mettre des effets de réel tout en, me donnant parce que en fait, c'est la liberté du romancier en m'octroyant cette de broder, d'enjoliver autour du vrai. J'aurais pu effectivement faire un récit très traditionnel, d'une jeune fille qui devient célèbre, mais finalement, c'est pas pour moi la thématique du texte. Ce qui m'intéresse, c'était pas tellement, ses records et aujourd'hui la posture qu'elle a, mais c'était davantage en fait les coulisses en fait de ce monde et ce par quoi elle est passée pour en être aujourd'hui. Sans la langue et sans l'apprentissage et sans ce voyage-là, j'aurais pas été au plus près de mon histoire. On a des doutes, des craintes, peut-être des peurs quand on écrit sur un personnage réel? Pour les avocats peut-être aussi? Bah, c'est aussi pour ça que la forme choisie a été la forme du roman. C'est une forme aussi de protection, pas uniquement juridique, mais en tout cas, de création et on a le droit, enfin, la liberté aujourd'hui d'expression est telle en France qu'on a le droit d'incarner sur le papier, des personnages existants, des personnages réels. C'est toujours un peu plus compliqué quand les personnages réels existent encore, enfin sont nos contemporains. Encore plus compliqué encore quand ils sont des figures, International? internationales et avec vraiment une assise en France, hein, puisque Lisa, enfin je vais pas développer, mais Lisa a beaucoup d'attaches en France. En fait, moi je me suis pas posé la question de ça quand j'ai commencé à écrire. En fait, tout de suite, j'ai su que c'était une héroïne, que c'était mon personnage. Tout de suite en voyant ce documentaire et en faisant mes recherches, des mois et des mois. Cette jeune fille, en fait, qui n'est pas du système du sérail coréen, et qui sacrifie tout, et qui va vivre effectivement un enfer d'adaptation et de rejet parce que la Corée est quand même, est un pays, que je trouve merveilleux, très accueillant, mais il y a effectivement un fond toujours de racisme à l'égard, de l'Asie du Sud, hein, qui considère vraiment comme un peu comme une terre indigente. Et je trouvais que finalement que j'aurais pu écrire une histoire, d'un avatar d'idole et d'une chanteuse qui n'existe pas. Mais comme mon livre questionne surtout nos comportements vis-à-vis des gens qu'on regarde sur internet, je trouvais que c'était beaucoup plus fort que ces personnages existent et qu'on ait nous aussi, après le livre ou pendant la lecture du livre, la curiosité de voir à quoi elles ressemblent et ce qu'elles sont vraiment. Et vous dites nos comportements sur internet et ça fait la transition avec mon autre question. Je le disais tout à l'heure en parallèle de la vie de Lisa, on suit la vie de Chip Chan, donc c'est cette prisonnière du web dont on peut suivre le quotidien 24 heures sur 24 via des webcams. Il y a un parallèle qui s'opère, voyeuriste d'une certaine manière, entre ces 2 femmes, Lisa et Chip Chan. Qu'est-ce qui fascine à ce point, selon vous, l'internaute, le fan? Eh bien, je crois qu'elles incarnent toutes les 2, justement l'idée de spectacle, l'idée de divertissement, qu'il soit en fait ancré dans une forme de vénération, d'admiration, hein. C'est depuis la nuit des temps le fan vis-à-vis de son modèle, vis-à-vis de cette célébrité en fait qu'il va comme ça un peu aduler. Quant à Chipton, j'ai l'impression que pour moi elle était essentielle au livre, et au chemin de fer du livre parce qu'elle vient, montrer aujourd'hui que le spectacle, il peut être beaucoup plus tordu, Glauque même. beaucoup plus glauque. C'est-à-dire que souvent je repensais au théâtre antique quand j'écrivais, c'est-à-dire cette idée de quand on regardait Phèdre sur scène ou ce genre de personnage comme ça en prise avec ses passions, aux prises avec ses passions, cette idée de que ça nous fait du bien, nous spectateurs, quand on les C'est une voit. espèce de catharsis? Cette catharsis en fait, voilà, conçue par Aristote, cette idée-là on se rassure sur son propre sort et c'est-à-dire que regarder Chib Chan tous les jours, regarder cette femme, en fait, qui est effectivement cloîtrée dans une pièce, qu'on va regarder de plus en plus la première nuit parce qu'en fait, Chib Chan va dormir par terre dans une position particulière avec les pieds relevés sur un bureau, presque attachés et elle va rester comme ça pendant 18 heures et c'est parce qu'en fait, elle va paraître morte que les gens vont, un peu comme ça se cristalliser autour d'elle, parce qu'il y a cette idée-là presque d'accident de la route, enfin, c'est ce truc De un peu de fascination, fascination au coin de répulsion. la rue, au coin de son écran, et en faisant ça, en regardant ce genre comme ça, de trajectoire un peu terrible, on pense plus trop à soi, on se débarrasse un peu de ce qu'on est. Et les romans d'apprentissage, les histoires d'enfermement et d'émancipation, la littérature en est pétrie. Alors quel livre illustre pour vous le destin? Le destin de quoi? Le destin des personnages, le destin, Mais de l'enfermement ou de l'émancipation? si vous voulez. Voilà, c'est une colle ça. J'ai combien de temps pour répondre? 4 heures.
C'est-à-dire que moi, je sais pas si c'est une réponse bateau et vous me direz, heu, j'ai tendance à, je savais effectivement que mon livre allait être le récit de l'invention, de ce qu'on met de soi quand on regarde des gens sur internet, enfin qu'il soit voilà dans la grandeur ou la décadence. Donc c'était évidemment une histoire d'enfermement et de manipulation et pour être sûr de ne pas en fait me sentir presque comme comment dire? Accaparé par d'autres voix, j'essaye le plus possible de ne pas lire des livres qui dans les thématiques se rapprochent de ce que j'essaye, de faire. C'est assez ironique, mais je crois que je suis pas très, très, lecteur de ce genre de récits d'apprentissage initiatique. C'est pas tellement ce qui me parce que comme finalement un peu comme le biopic un peu au cinéma, c'est toujours un peu jalonné d'étapes qu'on voit un peu venir, un peu en avance et c'est pas ce qui me fait chavirer le plus. Quel livre vous a fait aimer lire? Alors le livre qui m'a fait aimer lire, j'avais 15 ans, j'étais en seconde. Et on était nous, de toute façon, cette injonction à lire par les programmes un peu de français qui étaient parfois terribles. Moi, je me souviens que je lisais Le Rouge et le Noir en français et je trouvais ça terrible, et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec Stendhal, et je crois que c'est important. Moi, j'ai été professeur pendant quelques années, j'expliquais aux élèves qu'il est possible, en fait, de ne pas aimer un auteur, mais d'en adorer un autre. Moi, j'aimais pas Stendhal, mais je trouvais Balzac ou Maupassant fabuleux. Et moi, finalement, parallèle de toutes ces lectures qu'on nous imposait que je trouvais terribles, j'ai découvert le Belle du Seigneur d'Albert Cohen, ce petit pavé de 1000 pages, que j'ai trouvé absolument, merveilleux de modernité, justement d'inventivité, de poésie et c'est un livre que j'aime toujours relire de temps en temps. Quel livre vous a fait pleurer? Alors c'est terrible parce que on aurait vraiment l'impression que j'ai une ref, parce que c'est aussi Albert Cohen, mais je crois que c'est Bah, vraiment il le fait livre pleurer. qui m'a fait le plus pleurer, je crois que c'est le livre de ma Ah mère. oui. Je le trouve, foudroyant. C'est un texte court, mais qui est vraiment, comme une sorte d'uppercut, enfin de fulgurance, je crois qu'après avoir lu ce livre, on a envie de parler à sa mère. Quel livre vous a fait rire? Alors le livre qui m'a fait rire, je fais une petite digression parce que ça me fait toujours rire en salon du livre quand, des auteurs qui écrivent, des textes un peu légers, un peu à tonalité comique, aiment bien alpaguer les lecteurs, en tout cas les visiteurs du salon en disant: «Vraiment mon livre, lisez-le, c'est très drôle» et je trouve que c'est terrible de comme effet d'annonce de dire: «Vraiment mon livre est drôle». Ça je trouve que c'est particulier. Mais le livre, moi, qui m'a fait rire parce qu'il est dans un univers complètement foutraque, c'est «Mon père m'a donné un mari» de Emmanuel Baya-Mactam. Quel livre vous a mis en colère? Le livre qui m'a mis en colère récemment, c'est un petit pavé de non-fiction, de Elisa Griswold qui s'appelle «Fracture» et qui est une enquête de 7 ans sur, l'industrie du gaz, et comment ça a, rendu malade et tué, des centaines de personnes aux États-Unis. Quel livre aimez-vous offrir? Quel livre j'aime? Je trouve que c'est toujours un peu une prise d'otage déguisée parce qu'en fait, imposer un peu son goût à quelqu'un d'autre, c'est ce que je disais, en fait, quand je parlais d'éducation au goût quand on est collégien ou lycéen. Mais le livre que j'aime vraiment offrir et parce que je sais qu'il, visera forcément juste dans le mille, c'est Just Kids de Patti Smith, qui est un livre sur le New York des années 60-70 où on croise tout un panel de personnages fabuleux, Mapplethorpe qui était le conjoint de Patti Smith, Burroughs ou d'autres de la Beat Generation, et c'est un livre, que j'aime particulièrement offrir parce qu'il mais un peu comme spectacle, j'espère, il est vraiment c'est-à-dire que quand on l'ouvre, on a l'impression vraiment de pénétrer dans un monde nouveau et vraiment d'entreprendre un voyage. Je rappelle que vous êtes l'auteur de spectacles publiés chez Lattès. Merci Julien Dufresne-Lamy. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Alice Develay, je suis journaliste au Figaro littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt!